Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Les relations entre Paris et Bangui sont, on peut le dire, très mauvaises. Elles le sont au point où la France a décidé de geler son aide budgétaire à la Centrafrique et suspendu sa coopération militaire avec Bangui. Les autorités françaises accusent la Centrafrique d'être complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Ces dernières, on le sait, est déployée dans le pays au travers d'accords bilatéraux ayant permis à la Centrafrique, pays sous embargo onusien, de se ravitailler en armes puis d'accueillir un important contingent d'instructeurs russes. Nation colonisatrice ayant intervenu plusieurs fois dans le pays, la France est aujourd'hui clairement menacée par le déploiement de la Russie qui, en plus d'avoir, semble-t-il, pris le contrôle de la situation, lorgne sur d'autres intérêts de la sous-région ouest africaine, pays dans lesquels la France est déployée. Centrafrique, rififi entre Paris et Bangui, Moscou comme élément catalyseur. C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, après question pour vous. Les relations, on a l'habitude de le dire, que les relations bilatérales ont l'habitude d'être cordiales, mais on a l'impression depuis quelques jours, quelques semaines, qu'il y a, comme qui dirait... des relations, on va le dire, un peu tendues entre Paris et Bangui. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Merci. Je voudrais rappeler que, en termes de relations bilatérales ou en termes d'accords bilatéraux, donc entre deux États, au fond, il n'y a que des intérêts que l'on défend. C'est comme un partenariat qui doit être gagnant-gagnant. Il faut que chaque partie puisse comprendre et défendre réellement ses intérêts et que les choses ne vont pas en sens unique. Ceci dit également, il faut rappeler que la coopération entre la France et la Centrafrique ne date pas d'aujourd'hui et que là derrière, vous avez toute une maille d'intérêts, aussi bien pour la France que pour les Centrafricains, mais beaucoup plus pour les Français. Parce que, vous savez... une bonne partie du tableau de Mendeleïev se retrouve dans le sous-sol centrafricain, donc notamment l'or, les diamants, l'uranium, que de tout temps, les présidents français ont bénéficié sous n'importe quel président centrafricain, même déjà à partir de Daniel Daco, en passant par Jean Bédel Bokassa et puis tous les autres, ces présidents centrafricains qui ont vu quand même défiler les présidents français, même bien avant le président de Gaulle, donc dès la constitution de la Ve République, pour qu'on en arrive aujourd'hui au président Macron. Donc ces intérêts de tout temps ont été nourris à l'aune de la quantité de force ou d'énergie que déploie le vis-à-vis qui est en face et qui en tient donc compte pour pouvoir avoir quelque chose. Le temps passant et la dynamique rendant compte de ce que rien n'est statique, il se peut qu'avec tel président français ayant telle philosophie, ces relations sont hautement réchauffées. C'est par exemple le cas entre le président Valéry Giscard d'Estaing et Jean Bédel Bokassa, ou même la famille du président d'Estaing venait régulièrement en vacances à Bangui et vice-versa. Vous comprenez, sous Mitterrand déjà, ce n'était plus si chaud
mais c'était toujours chaud. Et puis après, nous connaissons quand la République centrafricaine a commencé par traverser des soubresauts, où ce n'était plus tout à fait un havre de paix où les Français pouvaient venir s'installer comme ils voulaient. Pour tout calcul bien fait aujourd'hui, vous avez à peu près plus de 12 000 Français encore dans ce pays-là, où la France dispose de 2 bases militaires. À tout point de vue, il y a des intérêts français qui doivent être protégés, pas seulement pour la France, mais également pour l'Union européenne, dont la Russie ne fait pas partie. Voilà. Alors, Emile Guérin, on voit clairement aujourd'hui qu'il y a des difficultés entre les deux pays. La France ne se cache pas aujourd'hui d'accuser clairement la Russie comme instigatrice d'une campagne de désinformation et d'intoxication à son endroit. On parle de gel d'accords, on parle de rupture de coopération militaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre les deux États? Mais il se passe que la France n'y trouve plus ses intérêts. Les intérêts de la France en Centrafrique sont menacés et Paris est désemparé, déboussolé par rapport à une telle situation. Mais là où la France a oublié, sinon l'État français a oublié, les conditions dans lesquelles le président Touadéra était obligé de négocier, de coopérer avec les Russes, avec l'appui, la médiation à l'époque de Omar El-Béchi qui était en place dans le temps passé. Les Russes sont très présents depuis longtemps au Soudan. Ils vont même construire une base militaire très solide au Soudan prochainement. Ils y sont encore. Et depuis, vous savez, la Russie, depuis l'épopée ukrainienne, avait décidé d'installer au moins 5 bases militaires en Afrique. Et donc, comme la Centrafrique à l'époque était dans une condition difficile, elle était sous embargo depuis 2014, après le départ de Bozizé, suite à une rébellion qui fait souffrir beaucoup de civils, il ne faut pas oublier. Et cet embargo empêche Bangui de se procurer des armes. Pour le faire, il faut passer par l'ONU qui doit permettre, donc il faut suivre le circuit. Pendant ce temps, les rebelles s'armaient par le Darfour et le Tchad. Et puis ce sont les populations civiles. Bien qu'il y ait eu un accord en 2019 à Soudan, les rebelles n'ont pas respecté parce qu'entre eux, d'abord, comme l'a dit mon co-débatteur, ils se disputent les minerais. Et puis ensuite, chacun veut garder son territoire. Ça fait que ce sont les civils qui souffraient beaucoup. Et un président ne peut pas... Les 2 tiers du territoire centrafricain étaient aux mains des rebelles. Ça ne pouvait pas continuer. C'est là où Touadéra était obligé de solliciter l'accord des Russes qui lui faisait déjà des clins d'œil. Et ça a été fait. Vous allez constater que dès que cet accord a commencé à être signé en 2017, déjà parti en octobre 2019, les rebelles ont repoussé suffisamment. Et s'ils avaient, moi, ce qui me gêne, le président Macron traite de la Centrafrique d'être otage de la Russie. C'était clair lors de l'entretien de Macron au journal du dimanche, le 30 mai dernier. Il était clair dessus. Même si après, le ministre des Affaires étrangères a estimé que la Russie n'est pas directement, c'est une question diplomatique. Il ne faut pas trop frustrer Poutine. Mais que la Centrafrique était complice. Alors on est complice par rapport à quelqu'un qui est l'auteur de cette campagne anti-français. C'est la Russie. C'est la Russie. C'est la Russie. Il ne peut pas la nommer. La France ne veut pas la nommer. Puisqu'il dit que la Centrafrique, les autorités centrafricaines sont complices. Mais ils sont complices de qui? Inconnu. Donc c'est juste de l'hypocrisie de la part de la diplomatie française. Mais ce qu'il faut retenir, la France n'est pas totalement partie. C'est là où s'installe vraiment l'hypocrisie, puisqu'elle a maintenu au moins 4 milliards d'aides humanitaires sur le plan sanitaire, même au niveau de la police publique. Il y a encore quelques instructeurs encore sur place. Encore là, il y a 100 militaires français qui sont dans la force européenne en Centrafrique et quelques dizaines, enfin une dizaine au niveau de la MINUSCA. De la MINUSCA. Donc, cette situation aujourd'hui fait tellement peur à la France. Vous allez constater que il y a quelques semaines, il y a eu des affrontements entre des militaires tchadiens et des militaires centrafricains. C'est très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les rebelles RRL ont fui, ont replié vers le Tchad. Et comme les centrafricains lourdement armés avec l'appui des Russes,
ils ont fait incursion sur le territoire tchadien. Ils ont reçu une riposte de l'armée tchadienne. C'est ce qui s'est passé. Est normal. Mais c'est pas normal. Il s'agit des rebelles. Quand Idriss Déby a pourchassé les terroristes jusqu'au Nigeria, les soldats nigériens n'ont pas riposté. Ah non, là, c'était un accord. Il y avait un accord pour que mais non, pas du tout. Il n'y a aucun accord écrit entre le Tchad et le Nigeria pour qu'ils fassent incursion. C'est simplement que les soldats nigériens étaient incapables d'affronter le Boko Haram, les terroristes. Et comme il dit début était déterminé, il était à le fond, il a fait une incursion avant de revenir. Donc je ne vois pas il y a description. Selon vous, les soldats tchadiens n'auraient pas dû riposter? Pas du tout, pas du tout. Ils auraient dû plutôt aider, parce que vous savez, cette histoire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il a rappelé l'histoire de Bokassa, qui, déjà en 70 même, voulait déjà se départir de cette emprise française, bien qu'il soit allié de façon très intime avec Giscard d'Estaing, qui a payé le plus fort avec cet or qu'il a reçu, le diamant qu'il a reçu pour perdre les élections en 81. Et donc, c'est ça qui a fait que les Français lui ont fait la peau en 1979, parce qu'il avait commencé par tisser des accords avec la Libye et le bloc de l'Est soviétique. Déjà en 1970, il a payé le plus cher. Qui vous souvient en 81, avec François Bouézé, on va peut-être en parler tout à l'heure, il y avait André Kouliba qui était au pouvoir. Et il y avait une influence forte de la France, de Sassou Nguesso, le Congo, et de Omar Bongo Ondimba. Et Bouézé je me rappelle bien, était allé à la télévision nationale pour faire un discours, puisqu'il était le ministre de l'information d'André Kouliba, pour faire un discours pour dénoncer la chose. Mais c'est pas l'information que André Kouliba avait reçue dans le temps, et puis il a appelé les militaires pour aller le récupérer à la télévision. Heureusement pour lui qu'il utilisait le même talkie-walkie que les militaires, et il a eu l'information, il a dû s'enfuir parce que Kouliba avait l'information qu'il était de mèche avec Patassé à l'époque. Donc c'est sa première suite. Donc la Centrafrique a toujours été un terrain géostratégique des influences de la sous-région et aussi de la France et de l'extérieur. Donc aujourd'hui, comme cette histoire d'embargo a obligé Touadéra à s'allier à la Russie, et ça a apporté des fruits énormes. Aujourd'hui, la rébellion est en difficulté. Et donc, ça ne peut que continuer ici. Et la France voit cela de très mauvais œil. Et puis, on a constaté ce qui est entre ce gel de sa coopération et de son aide budgétaire à la Centrafrique. Mais je crois que les choses... si les choses peuvent évoluer aujourd'hui, si la France peut comprendre que sa politique... Ce qui me paraît ridicule, vous savez, quand la France traite la Centrafrique d'otage, d'être l'otage de la Russie. Mais ça me fait rire, parce que ceci étant, ça veut dire quoi? Lorsqu'on est en dehors de tout ça, la France doit reconnaître aujourd'hui qu'elle a mené une très mauvaise politique en Afrique, parce que la Russie n'est pas un pays colonisateur. La France en est une. Ça change les choses, parce que qu'est-ce que veulent certains chefs d'État aujourd'hui? Pas tous. C'est de discuter, c'est de coopérer d'égal à égal, et non dans une situation de domination, dans une situation de grand frère, ou dans une situation de paternalisme. Ça ne peut plus continuer. Et les peuples africains ont compris. Ce n'est pas qu'en Centrafrique qu'il y a des marches anti-français. L'Afrique française, il y en a eu au Mali. On n'en parle pas trop. Il y en a eu au Sénégal, au Niger, un peu partout, et les symboles français sont brûlés, sont détruits, il y en a partout. Donc, c'est une révolution mentale qui est en train d'être opérée aujourd'hui, et la France doit prendre conscience de ça. Voilà. Alors, Emetiefa, on a l'impression que dans la communication française, on dit que les autorités centrafricaines ont pris des engagements qu'elles n'ont pas tenus, tant sur le plan politique envers l'opposition que sur le comportement vis-à-vis de la France. On parle de beaucoup de choses en même temps. Défend-on l'opposition ou défend-on l'émission ou, on va dire, la trop grande place que prend aujourd'hui la Russie sur le territoire centrafricain? Non, la France défend uniquement ses intérêts. N'oublions pas, la France en Centrafrique se croit en terrain conquis. En terrain conquis parce qu'elle n'a été colonisateur de la Russie. Or, la Russie est un having not, donc la France pense que la Centrafrique est sa chose. Et le fait de le penser lui donne des droits, mais fait aussi que la France a beaucoup d'engagement. Puisqu'au total, dans tout ce qui est arrivé à la Russie, on ne peut pas dire que la France n'a rien fait. Elle a fait quelque chose. Vous avez rappelé tout à l'heure
l'arrivée de la mission de MINUSMA, où la France avait engagé plus de 6 000 hommes. La France a fait quelque chose. Et puis, tout ce qu'on connaît par la suite sur les efforts déployés par la France pour rester effectivement en Russie et en Centrafrique. Mais ce qui est surtout important, il ne faut pas voir en fait ce combat géostratégique uniquement en Centrafrique. Ça avait commencé quelque part avant de venir en Centrafrique. C'est comme la crise des fusées de Cuba en octobre 1962 entre la Russie et les États-Unis. Il faut voir ça ailleurs d'abord. Parce que, disons que à peu près depuis une quinzaine d'années, il y a comme une sorte de guerre froide entre la Russie et l'Union européenne. Les Européens ont constitué l'Union européenne non seulement sans la Russie, mais contre la Russie. Ça, c'est une évidence. Et la Russie, en tant que première puissance nucléaire, parce que si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il ne connaît pas. La Russie est la première puissance nucléaire du monde. En termes d'armement, la Russie est première. Si c'était des accords de coopération liés au commerce, par exemple, liés à l'éducation, à la culture, par exemple, ça n'allait pas donner autant de truie à la France. Mais il s'agit plutôt d'accords militaires où, à l'intérieur du ministère de la Défense russe, il y aura une représentation en Centrafrique où des instructeurs militaires russes sont déjà là, où il y a des armes de fabrication russes concédées à la République centrafricaine. Des chars d'assaut. Des chars d'assaut, où il y a même une bonne partie de l'armée centrafricaine en train de recevoir déjà des coups de Russes pour pouvoir faciliter la communication entre ces deux États. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, ne serait-ce que uniquement sur le plan militaire. Ça ne fait pas une bonne affaire pour la France, parce que ainsi, l'hégémonie de la France s'en irait complètement. Et des accords d'exploitation, des accords miniers d'exploitation de l'or, des diamants et de l'uranium ont été déjà signés avec la Russie. Et vous savez déjà que les généraux Sergei Kazanov et puis Boulavnov sont déjà sur le terrain depuis, avec leur appui continuel. Donc, ça fait beaucoup dans le seul domaine militaire, ce qui n'arrange pas absolument les intérêts et surtout l'hégémonie de la France. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque l'Union européenne a été constituée sans la Russie, et je dirais contre la Russie, il faut que la Russie riposte. Dans cette façon de riposter de la Russie a complètement contrôlé les pays asiatiques et une bonne partie du monde arabo-musulman. Et la Russie s'en sert pour tutoyer l'Union européenne. Je ne vous parle pas des États-Unis, parce que ça, c'est encore un autre cas. Vous savez bien, dans le monde arabo-musulman, à la lisière du Maghreb, le premier coopérant des États-Unis, c'est l'Égypte. Bon, vous voyez, le reste, ils sont en lien et en bonne relation de synergie avec la Russie. Il faut également tenir compte de tout cela pour que la Russie puisse tenir. Et si la Russie un jour arrivait à fermer les vannes de son gaz, vous comprenez ce qui pourrait arriver à l'Union européenne en tant que puissance nucléaire, bien entendu, je parle de la Russie. Donc, c'est un combat géostratégique qui se joue également autour de l'armement et du nucléaire, qui toutefois sont les intrants en termes de combat. Vous aurez beau avoir la meilleure armée du monde et la meilleure stratégie, si vous n'avez pas des armes et des munitions, vous n'allez rien faire. Et même si vous avez des armes et que vous n'avez pas de la munition, cela ne vous servirait à rien. Donc, il faut voir également le combat de ce côté, où tout est parti au fond de l'Europe, et transige maintenant au regard des relations symétriques qu'on a connues en Europe pour atterrir en Afrique, qui est un terrain chaud pour les grandes puissances et notamment les havines. Je voudrais finir en rappelant que ce qui a fait que la Russie a repris la Crimée qui appartient à la Russie, que la Russie a donné à l'Ukraine, c'est du fait que l'Ukraine voulait au fond adhérer à l'Union européenne. Or, l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'Union européenne au regard des relations séculaires, fraternelles et historiques avec
La Russie, dont une partie de l'Ukraine, notamment la Crimée, appartient à la Russie et que celle-ci l'a donnée à l'Ukraine. Donc, voilà autant de considérations géostratégiques qui trouvent l'Afrique comme leur terrain d'expression et de divergence au regard de ses intérêts de plus en plus divergents pour ces grandes puissances-là. Alors, Emile Guéret, est-ce que la France ne paye-t-elle pas aussi son repli et le rapatriement de tous ces soldats du théâtre centrafricain? On sait que la France était déployée juste après le départ de François Bozizé, mais les années qui ont suivi, on a compris clairement que les autorités françaises avaient à cœur de soulager la Centrafrique de tout leur contingent. Beaucoup de soldats sont partis, on a laissé que quelques-uns, même par rapport aux accords et notamment l'embargo, on a eu l'impression que on a laissé peut-être pourrir la situation, ou on a essayé de la contrôler sans forcément trouver des solutions pratiques pour résoudre le problème centrafricain. Mais oui, évidemment, vous avez si bien compris. Et la France, voilà l'une des preuves de ces jeux flous qu'elle joue depuis des années, des décennies en Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, Touadéra n'était pas véritablement l'homme de la France. En 2016, c'était le candidat qui était arrivé en deuxième position, qui était Dologuélé, qui était le cheval gagnant de la France. Ils avaient misé sur lui, ils étaient très sûrs, ils lui avaient mis les moyens financiers pour qu'il gagne les élections en 2016. Ça n'a pas été le cas. Et quand celui-ci est arrivé, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui voit autrement les choses. Et donc, il n'était pas en position de servir les intérêts de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déstabiliser. C'est ça qui a amené la France à faire ce qu'elle a fait, parce que la France savait très bien que la Centrafrique était sous embargo, donc elle ne pouvait pas se procurer les armes sans elle. Et quand elle a compris trop tard la situation, quand en 2018 elle a offert les armes saisies de la piraterie, environ 1400 fusils d'assaut à l'armée centrafricaine, et puis ça sert à rien. Et Touadéra ne pouvait pas rester les bras croisés en regardant sa population civile massacrée, se déplacer, et la famille. Aujourd'hui, je crois, il y a environ 2 millions de déplacés, 2 millions qui ont besoin expressément de l'alimentation, et des milliers de déplacés en Centrafrique. Un président ne peut pas accepter ces choses, et donc c'est la France même, elle paye très cher le prix. Elle n'a pas vu venir les choses, et c'est ça l'anticipation, ça lui a manqué, parce qu'aujourd'hui il a expliqué un peu la politique internationale qui aujourd'hui conduit la Russie à vouloir s'implanter durablement en Afrique. Et ce n'est pas une première, ce n'est qu'un retour. Qui vous souviennent que l'URSS à l'époque était très présent en Afrique, dans beaucoup de pays, que ce soit au Bénin, un peu partout, parce qu'il y avait beaucoup d'États à l'époque qui étaient des pseudo-révolutionnaires communistes, donc ils avaient eu ces alliances avec l'URSS à l'époque. Et comme il y a eu dislocation de l'URSS, la Russie a pris le temps de se remodeler, de revenir sur la scène internationale grâce à Vladimir Poutine, et rien que lui, parce que la Russie était dans un état de délitement total avant l'arrivée de Poutine. Vous avez dit tout à l'heure que la Russie était la première puissance nucléaire. Je dis oui, au-delà de ça. Aujourd'hui, la Russie a une arme spéciale qu'aucun État dans le monde n'a encore, cette arme-là. Et elle l'a présentée récemment. Aucun État qu'on a encore. Les États-Unis sont en train de tout faire pour détecter les techniques afin d'en fabriquer, mais ils n'y sont pas encore parvenus. Tellement puissant nucléaire, compte tenu du nombre de têtes nucléaires que la Russie aujourd'hui. N'oubliez pas que la Russie demeure une fédération, donc il y a plusieurs États qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Ça fait cette puissance-là aujourd'hui. Et la stabilité politique à l'intérieur de la Russie fait que la politique qu'a mis en place Vladimir Poutine dure et donne ses fruits. En France, dans les autres États africains et européens, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui africains sont en train de comprendre la politique pernicieuse de la France en Afrique. Et donc ça ne peut pas durer. Et cette population, tout le temps, ce n'est pas les chefs d'État qui organisent les manifestations. Ce sont des manifestations spontanées. Vous voyez ce qui se passe au Mali. De façon spontanée, la population se lève pour soutenir Assimi Goïta, aller négocier. Ils sont même allés. Ils ont marché même jusqu'à l'ambassade de la Russie à Bamako pour demander à la Russie
de les soutenir. Vous êtes d'accord avec cela? Mais évidemment, je suis pro-russe, je ne le cache pas du tout. Je suis pro-russe, absolument. Et pourquoi? Donc, parce qu'aujourd'hui, je veux un partenaire africain avec qui on peut négocier d'égal à égal. Ce n'est pas le même cas que la France, les États-Unis, les pays européens, pas du tout. Et je vais vous dire, il n'y a pas que la Russie. Il y a la Chine, il y a même la Turquie qui est en train de loyer les pays africains. Et donc aujourd'hui, nous sommes, vous savez, la roue tourne. La France est à une position aujourd'hui où, si elle ne sait pas faire, elle risque de disparaître sur la scène politique africaine. Parce que même à l'intérieur même, il y a des voix qui se lèvent pour aller contre le CFA, le Front populaire, le Rassemblement national. Ils vont surtout la droite, va contre le CFA, va contre cette politique française qui est menée en Afrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'a plus les moyens aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire clairement, en matière de stratégie militaire. La Russie a compris. En fait, la France n'est pas prête, les Français militaires ne sont pas prêts à venir mourir pour défendre les territoires africains. D'où la Russie a compris. Les États-Unis l'ont fait aussi en Irak, avec les paramilitaires. Cette affaire de mercenaires, Wagner, et tout ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Les mercenaires sont prêts à mourir. C'est leur job, ça ne nous gêne pas. C'est ça qui fait leur détermination à aller au front et à affronter les rebelles. Et c'est ça qui se passe. La Russie aujourd'hui, même au-delà, l'armée russe est l'une des meilleures armées qui lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est très ambiant en Russie, absolument. Donc, ils sont spéciaux de ça. Ils savent le faire, ils savent former. L'armée russe, au temps même de soviétique, fait partie, il l'a dit, vous avez vu, même la Deuxième Guerre mondiale. C'est les soviétiques qui ont combattu Hitler. Ce ne sont pas les alliés. C'est eux les premiers à rentrer à Berlin. C'est eux les premiers à chasser Hitler avant l'arrivée de l'armée des alliés. Donc, on sait aujourd'hui la force de frappe de la Russie. Et surtout, Poutine, qui aujourd'hui a une politique d'envergure, aujourd'hui, veut se faire respecter. C'est vrai que l'Europe commet une grave erreur, surtout la France. Je pense qu'en Europe, le véritable allié historique, séculaire de la France devrait toujours être la Russie. C'est une grave erreur, même pas les Anglais. Les Anglais, de façon historique, n'ont jamais aimé, n'aiment pas les Français. Que comme les Allemands aussi. Mais la France et la Russie ont un lien plus serré. Mais on nous parle de démocratie. Au nom de la démocratie, Vladimir Poutine est très populaire chez lui. Alors, M. Tchefa, j'aimerais votre avis par rapport à la question. On a vu que Melguérin est pro-russe, il l'assume. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de prendre à Pierre pour offrir à Paul? J'ai l'impression que le panafricanisme tel que prôné par certains, cette forme de dire oui, nous voulons de la Russie, oui, nous voulons de la Chine, il y a un risque, puisque souvent les entreprises chinoises, par exemple, qui prospèrent un peu sur le continent, on voit que beaucoup de gens viennent de Chine pour venir travailler sur ces chantiers-là. Et y a-t-il pas un risque de ne faire que promouvoir entre griffes les mêmes accords que les États africains ont avec la France? En fait, moi, je ne suis ni anti, ni pro. Je suis simplement panafricain. Et pourquoi? Parce que il faut que l'Afrique fasse l'effort de ne plus être le gâteau des autres. Vous pensez que les Russes sont mieux que les Français aujourd'hui? Faites avec eux pendant des années et vous les connaîtrez. Puisque on faisait avec la France depuis des siècles, on la connaît. Mais nos relations avec la Russie datent de quand? C'est encore récent par rapport à la France. Donc, il vaut mieux être soi-même. Il vaut mieux que nous soyons nous-mêmes. Et personne au monde ne fera des accords égalitaires avec les Africains si ce ne sont pas les Africains eux-mêmes. Vous pensez que les Russes vont dire, bon, là où les Français prenaient 20%, nous allons prendre 10%. Au départ, ils prendront 10%. Quand ils se sentiront en zone de confort et quand l'ancienneté va finir par engendrer de la rouille et qu'ils seront eux-mêmes sûrs de leur stratégie, ils finiront par demander 20% comme les autres. On ne fait pas des affaires pour enrichir les autres. On fait des affaires pour être riche. Soi-même. Soi-même. Donc ne pensez pas qu'ils nous aiment. Non. Ce serait de la naïveté que de croire que parmi les Occidentaux, il y a des gens qui nous aiment. C'est faux. Ils sont tous en affaires. N'oublions pas cela.
la meilleure riposte pour nous, c'est d'être nous-mêmes. C'est de créer nous-mêmes nos armements. Et on peut le faire. C'est de créer nous-mêmes nos vraies armées. On peut le faire. C'est de faire en sorte que les autres ne créent plus de bases militaires. On peut le faire. Toutes les fois où nous serons dans cette posture de gens timorés, se sous-estimant, pensant que les autres sont largement au-dessus de nous, on ne peut pas y arriver. Je crois que, quoi que l'on dise, il y a deux puissances aujourd'hui en Afrique qui s'affirment de plus en plus, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et je crois que nous autres devons plutôt leur tenir les manches de leur chemise pour les suivre un peu, pour leur donner la possibilité de nous drainer pour qu'on en arrive. Il ne faut pas être anti ou pro, mais il faut être juste panafricain. Et le panafricain, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de race, mais c'est une question de qui aime l'Afrique, qui défend l'Afrique, qui porte l'Afrique dans son cœur. Et si nous voyons tout autour de l'Afrique, eh bien, on peut faire mieux que ce que nous faisons. Quand je parlais de puissance, je ne voudrais pas mentionner également le Rwanda, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Également déployé en Centrafrique, il faut le rappeler. Bien entendu, je vous parle de puissance. Peut-être pas une puissance comme les autres, mais un chef d'État africain qui déjà a le courage de déléguer un de ses ministres pour aller rencontrer Macron à l'aéroport. Il faut être une puissance pour agir comme cela. Donc pour moi, la Russie et le Rwanda est une puissance. Et si nous comprenons cela, que nous nous affirmons de plus en plus, parce que les autres se mettent dans de grands ensembles économiques qui fonctionnent pas seulement à la modèle de Balassa, mais qui fonctionnent effectivement. C'est à nous de comprendre. 54 États que nous traînons, où on a de micro-États, chacun est jaloux de ça, voudrait aller faire les beaux yeux aux autres, ça ne nous conduirait à rien. Il faudrait qu'on revienne à la philosophie de la conférence de Géorgie, et notamment de ce que le président Kwame Nkrumah a toujours porté pour l'Afrique, de cette vision et de ce rêve. C'est de cela que nous avons besoin. Et l'Afrique tout entière pourrait regarder les autres dans les yeux et traiter avec eux. Bon, qu'on parle d'éco pour remplacer le CFA, quand vous faites le point, au fond, ce ne serait qu'un changement de dénomination du CFA, avec quelques autres grandes puissances de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, mais notamment anglophones tels que le Nigeria, le Ghana, qui viendraient. On a besoin de choses beaucoup plus sérieuses. Il faut qu'on se mette ensemble dans un seul ensemble économique vaste qui défende toute l'Afrique à l'unisson pour tutoyer les États-Unis. C'est un ensemble, on l'oublie assez. 50 États. Il a rappelé que la Russie est une fédération, malgré l'effritement de l'URSS en 89. L'Union européenne, on parle aujourd'hui de l'Europe, bientôt des 28. Donc vous voyez, les autres se mettent ensemble. Et nous, nous avons de petits États et nous sommes contents d'avoir de petits présidents qui constituent en fait des bouchées très faciles pour les autres. Il faut qu'on se mette ensemble pour être panafricain tout court. Voilà qui est dit. Alors, Emel Guéret, par rapport à la situation, on va le dire, un peu difficile entre les États, il y a cette affaire de Français qui auraient été arrêtés avec des armes, qui serait donc un businessman, si on peut le dire ainsi. Il a été présenté à un procureur, on l'accuse d'un certain nombre de faits. Quelle est votre lecture on va dire, de cet élément qui est venu en rajouter, on peut le penser, aux relations déjà difficiles entre Paris et Bangui? Oui, vous permettez que je rebondis rapidement sur certains propos de mon co-débatteur en parlant de naïveté. Il ne s'agit pas de naïveté. Cette affaire de panafricanisme, tout ça là, on entend beaucoup, mais rien n'est fait. Les États-Unis d'Afrique ne peuvent pas être possible à l'instant, impossible. Tous les grands ensembles aujourd'hui dans le monde sont issus souvent des guerres. Les États-Unis ont eu les États-Unis après une guerre farouche, atroce. Vous savez ça. L'URSS, parce que s'est mis ensemble par force,
elle a été décapitée, absolument. C'est ça. Et je vais vous dire, l'Union européenne ne va pas résister. L'Angleterre est partie, une puissance est partie. Ça va s'effriter. Regardez ce qui se passe en Hongrie et ailleurs. Ça va s'effriter dans les jours à venir. Même en France, le débat se pose. Pourquoi le traité de Bâle a été rejeté, du coup en 2005? Et c'est par vote à l'Assemblée qu'elle a été adoptée. C'est-à-dire que la population française n'a pas voulu de cette union-là. Donc, une telle union au Nigeria, à la fédération, c'est à l'issue d'une guerre. Ça veut dire quoi? L'Afrique, c'est des peuples en Afrique. Nous ne sommes pas des États-nations. Donc il y a une diversité de peuples. Et c'est les Occidentaux qui nous ont créés ainsi. En micro-État. Voilà. Et c'est ça le drame de l'Afrique. Pensez aujourd'hui, vous pensez que les États ces chefs d'État que nous voyons aujourd'hui vont laisser leur ego pour se mettre ensemble, constituer, même quand c'était leurré avec Kadhafi. Il n'allait pas cesser d'être président. C'est un faux problème, cette histoire. Alors, moi, je suis souverainiste. Je ne me bats pas d'un panafricanisme, tout ça. Il faut que les États soient souverains. Et ce sont nos États. Lorsque les situations ne sont pas les mêmes. Quand je prends la Centrafrique comme le Mali, ils sont en situation de difficulté. Il y a la guerre à leur porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? La France les a abandonnés. Il y a 5 forces étrangères au Mali qui ne font rien. Et il y a des percées tous les jours. Des djihadistes, des terroristes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas rester les bras croisés. Il faut un allié qui puisse les comprendre dans le temps. Ça, c'est de la stratégie, c'est de la tactique politique pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelles solutions devons-nous trouver. Il ne s'agit pas d'aller se coucher devant la Russie, pas du tout. Mais on peut, si on le veut. Pourquoi le chef d'État n'arrive pas à faire comme Touadéra ou à vouloir faire comme ailleurs? Emile Guéret, je ne vous arrête pas, mais on a l'impression que, par exemple, sur le théâtre centrafricain, que les Russes ont pris de l'ampleur, ont pris de l'envergure. On a vu l'ambassadeur russe en République centrafricaine répondre carrément à des personnes qui critiquaient la présence de la Russie dans le pays. On a vu le Premier ministre centrafricain qui est allé à Moscou pour demander de l'investissement russe dans le pays. On a l'impression que la Russie est, comme qui dirait, le remplaçant direct de la France en Centrafrique. Je ne dis pas que Touadéra joue bien cette coopération. Il y a des failles, évidemment, et il le sait, il y a des failles. Il y a des questions qu'elle lui-même ne peut pas répondre aujourd'hui parce que ça touche un peu à la démocratie et tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas tout n'est pas parfait. Mais on peut arriver à un accord. Vous avez parlé du Rwanda. Mais je suis désolé, mon cher ami, le Rwanda pille les richesses minières en République démocratique du Congo, fait des millions de victimes là-bas. Qui a installé Paul Kagame? On le sait, ce sont les Anglais, les Américains qui l'ont installé là. Sinon, il ne serait pas là. Donc, ça veut dire quoi? Il a choisi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux parler anglais, je veux parler français. Aujourd'hui, comme il est en difficulté, vous allez voir bientôt, les mois à venir, il veut se rattacher encore à la France. Ne pas aller l'accueillir en France. Normalement, c'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Quand vous êtes vraiment panafricain, vous ne pouvez pas aller piller, faire des victimes de civils, des morts, sous prétexte que la rébellion vous vient de ce pays-là. Ça n'a aucun sens. On sait d'où est venu et Joseph Kabila. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud, du Nigeria, vous avez oublié aussi l'Égypte, qui est en train de remonter aujourd'hui. Mais le Nigeria est capable de lutter contre le djihadisme. Quelle armée il a? C'est pas le Nigeria. Sans le Tchad, le Nigeria, Boko Haram ne serait pas en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Donc l'armée nigériane est incapable de lutter contre le djihadisme. Ou physiquement, enfin, militairement, ils n'ont pas cette capacité, ou volontairement, il y a des complicités au sein de l'armée qui laissent faire les choses. Et c'est grave pour la population. Donc nous n'avons pas encore, au niveau de nos États, des gens qui pensent au peuple, des gens qui veulent faire la volonté du peuple qui les a placés là. Ils pensent à eux, ils pensent à leur pouvoir et dire que, écoute, je veux mon pouvoir. Et c'est ça le jeu de la France. La France leur fait peur. Si tu veux garder ton pouvoir, moi je peux t'aider à garder ton pouvoir, mais tu joues mes intérêts. Tu joues pas mes intérêts, je te fous de là. Si Kagame n'avait pas le soutien des Américains et des Anglais, il ne serait pas là. Donc ce n'est pas, on n'a pas encore ce que veut. Je suis d'accord que l'Afrique se mette ensemble. Mais avec qu'est-ce que Thomas Sankara a fait? Personne ne l'a suivi. Quand il a crié haut et fort, demandons tous ensemble qu'on annule les dettes africaines. Mais personne ne l'a suivi. Quelques années après, on a vu ce qui lui est arrivé. Et ça continue comme ça aujourd'hui. Donc, mon cher ami, c'est plutôt vous m'excusez, qui devenez des idiots utiles pour cette politique-là de la France. Parce que quand vous n'allez pas mettre
des gens à la tête de nos États qui veulent réellement penser au développement, qui veulent couper ce lien, ce cordon-là de la France, le problème va toujours poser. Parce que combien de budget, combien d'argent nous mettons dans les recherches scientifiques dans le pays africain? Or, c'est là l'éducation le problème. Bon, c'est là où il faut... Je crois que nous allons nuancer un peu. Allez-y. Bon, j'ai l'impression que M. Guérin dit plusieurs choses à la fois. Il faut démêler un peu, sinon on ne va pas comprendre. Ça fait un imbroglio. La seule union dans le monde entier qui s'est constituée sur la base d'une guerre, c'est l'URSS. C'est pour ça que ça n'a pas tenu. Les États-Unis, non. La guerre froide, regardez l'année où la guerre froide... Mais c'est grave ce que vous dites. Non, attendez. Les États-Unis... Monsieur Guérin... La guerre de sécession, c'était par rapport à quoi? Non, la guerre de sécession aux États-Unis, oui. Déjà on parlait du Nord et du Sud. Oui. Aux États-Unis, on parlait des États esclavagistes et des États non esclavagistes. Oui. Si la sécession avait réussi, on aurait les États-Unis tels qu'on l'a aujourd'hui. Bon, je vous ai fait la politesse de vous suivre. Je crois que... arracher la parole. Et je crois que... Nous allons nous écouter. Monsieur Guérin, je crois que nous sommes des gens suffisamment polis. Alors, qu'est-ce que je disais, c'est que la guerre de sécession aux États-Unis, c'est-à-dire que leur fédération existait déjà. Les États-Unis étaient déjà ce qu'ils étaient et on savait déjà chaque État avec sa capitale avant que réellement il n'y ait cette guerre de sécession. Et la sécession, d'ailleurs, c'est pour faire disloquer cet ensemble qu'ils sont. Ça, c'est une réalité. Je n'invente rien. L'Union européenne n'a jamais eu de guerre, dans le fond. Je n'ai jamais dit ça. Au départ, il n'était parti que de 3 à près de 7 pour être à 28 aujourd'hui. La Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui, l'est. Et lorsque vous parlez du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, observez bien, leur appartenance à l'Union européenne de tout temps n'a jamais été totale. Puisqu'au fond, le livre sterling est la monnaie la plus forte du monde. Et on ne pouvait pas drainer les 27 à l'aune de ces réalités monétaires. Donc, ils étaient partis, mais pas du point de vue monétaire. Mais du point de vue économique, oui. Et depuis le Brexit, pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce que même ils pensent. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, le président Boris Johnson, de temps à autre, parle de revenir sur le Brexit. Donc, la souveraineté que vous avez, qui est une faible souveraineté, qui ne vous permet pas de vous exprimer hautement devant les autres, n'en est pas une. Je préfère être sur les bancs dans une grande équipe et très forte que plutôt d'être capitaine d'une équipe de ruelle qui n'a jamais traversé le quartier. C'est tout ce que je suis en train de dire. Si nous voulons de micro-États faibles à écraser par les autres, vous prenez par exemple le Bénin face aux États-Unis. Vous pensez que ça fait du poids? Je dis face aux États-Unis, cet ensemble-là, ça ne fera rien, ça ne donnera rien. Mais si vous prenez l'État, les États-Unis d'Afrique, ça a un poids. Et ne pensez pas que c'est un mythe. Ça va arriver. Avec ou sans nous, ça arrivera. Parce que des difficultés vont nous coincer et nous n'aurons plus le choix que d'aller par là. Et les chefs d'État qui aiment placer des godillots au pouvoir et qui aiment dire qu'il n'y a pas de constitution en Afrique. L'Afrique n'est pas une zone de démocratie. Quelque part, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il nous faut comme vrai répondant et vraie solution à l'africaine? C'est ce que je suis en train de dire. Faites vos recherches, constituez tout ce que vous voulez comme scénario. Vous verrez que l'Afrique n'aura d'avenir qu'en se mettant ensemble. On n'a pas le choix. À un moment donné, des difficultés vont nous coincer et nous ne ferons que ça, qu'on le veuille ou non. Ça peut être dans 3000 ans. Mais la philosophie des gens comme Marcus Garvey, tout ce qu'ils ont eu à développer, depuis longtemps, parce qu'ils ont été vraiment visionnaires pour ce continent, il n'y a que ça que nous n'avons pas encore expérimenté. Et il faut qu'on en arrive à expérimenter. Aujourd'hui, où le monde est un village planétaire, vous pensez que c'est de petits États où vous avez quelques milles de kilomètres carrés contrôlés par un type qui pense qu'il est chez lui et que c'est sa famille qui a droit à ça, et que cela n'arrive jamais chez les autres, où les autres bâtissent des nations qui sont très fortes et qui ont mis la défense, la stratégie, la défense de l'État dans leur culture démocratique de tout temps. Vous pensez que ces nations-là, nous allons rivaliser avec elles
alors que nous autres, nous voyons tout en bornant tout à nos petits esprits. Donc, M. Guérin, soyez sûr, ça arrivera un jour. Ce n'est pas de chimère. Des gens travaillent pour tout le temps. Vous ne le savez pas, parce que vous n'appartenez pas à ces ensembles. Moi, j'appartiens à ces ensembles. Il y a plein de réunions où les Africains font à l'international, déjà dans nos États, et après à l'international. Vous pensez qu'un type comme Camille Seba, que c'est un fou, il vient de Mars ou de Saturne? Non. Ce sont de vrais panafricanistes. Et parmi nos chefs d'État, il y en a qui sont panafricanistes. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Je dis Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Et il a été chef d'État africain. Qu'on le veuille ou non, Kagame est un panafricaniste. Je dis Kagame est un panafricaniste. On peut trouver le temps pour faire ce débat-là. Parce que la question que vous prenez par rapport au Rwanda, vous semblez ignorer qui est Kagame et vous semblez ignorer un peu l'histoire du Rwanda par rapport à ce que ce pays a traversé pour être là où il est aujourd'hui. Et se sentir droit dans ses bottes et dire, au fond, ma langue de travail, ma langue officielle, c'est l'anglais. Le français, désormais, se parle ailleurs ou autrement. Et que pendant qu'on dit ça, la secrétaire générale de l'OIF vienne de chez soi, la patronne de la francophonie, soit de son pays, je crois que c'est une victoire. Et c'est ça, la philosophie que nous autres, nous voyons aujourd'hui. L'Afrique, tôt ou tard, gagnera et l'Afrique est le continent de l'avenir. Nous allons, et Mel Guérin, forcément revenir dans un autre plateau pour débattre de cette question-là. Je vous dis un mot, on ne peut pas arriver. Je ne suis pas contre les États-Unis d'Afrique. Vous m'avez très mal compris. Okay. Mais je dis pour le moment, il faut la souveraineté de ces États-là. Comment on peut arriver? D'où vous prenez la souveraineté avec la Russie. Oui, la souveraineté. Voilà, la souveraineté d'abord. Pour le moment. Mais bien sûr, si au moins on peut discuter d'égal à égal, si au moins, vous comprenez, il faut la souveraineté de nos États. Comment pouvez-vous mettre ensemble? Personne, les États-Unis ne peuvent pas attaquer le Bénin sans l'appui du Nigeria, sans l'appui des pays frontaliers. Ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ce qui est arrivé à Gbagbo. Vous avez vu ce qui est arrivé. Je suis pro-Gbagbo, s'il vous plaît. Je suis pro-Sankara, s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est de ça que je parle. Nous ne sommes pas encore prêts. Vous avez parlé de 3000 ans, d'accord. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer à rester sous cette domination? Il faut aider nos chefs d'État qui sont là. Et vous allez me citer très peu qui sont panafricains. Parce que qu'est-ce qui me gêne? Lorsque j'entends, on me parle de Idriss Déby comme panafricain, je rigole. Il ne s'agit pas de faire des discours. S'il est panafricain, qu'est-ce qu'il va chercher dans la francophonie? Le gars place quelqu'un dans la francophonie et vous dit qu'il est panafricain, Kagame, qu'il a obtenu une victoire pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça nous fait? Le Rwanda a une langue locale. Pourquoi en sortant de la francophonie, il ne fait pas la promotion de cette langue locale? Et le problème linguistique est fondamental pour que l'Afrique se mette ensemble. Quand nous allons réaliser l'Égypte, la Tunisie, on va parler quelle langue, s'il vous plaît? Quelle langue nous allons parler? Les autres, le Swahili est là. Est-ce que tout le monde va accepter de parler le Swahili? L'Union européenne, elle parle quelle langue? Il y a trois langues fondamentales. Il y a d'abord l'anglais, il y a le français et il y a l'espagnol. Mais les deux langues fondamentales, c'est l'anglais et le français qui sont parlés aujourd'hui. Dans l'Union européenne, absolument. Chacun parle sa langue. Mais les tests, je vais vous prouver, les tests écrits aujourd'hui à l'Union européenne, à la Commission, il y en a en français. C'est autorisé. Il y en a en danois. Non, officiellement. Mais s'il vous plaît, je peux vous le prouver. C'est traduit. Vous comprenez? Je vais vous le prouver que les écrits aujourd'hui officiellement retenus, c'est l'anglais et le français. Mais je vous le dis officiellement. Depuis la sortie de l'Union européenne, ils ont compris. Ils sont en train d'abandonner l'anglais. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous parle. Et quand vous suivez les populations internes, le débat à l'interne de ces pays, ça ne leur dit plus grand-chose. C'est ça la réalité dans les pays européens. Il n'y a que la France et l'Allemagne qui tiennent aujourd'hui l'Union européenne. Revenons à la on en passe. Parlant de ce mercenaire qui est français qui a été arrêté, je suis surpris de constater que c'est quand le procureur de Bangui s'est levé pour prononcer les chefs d'accusation portés contre lui, espionnage, complot, que dès le lendemain, quelques jours après, la France met en place son gène. Et même par rapport à ça, la France avait condamné les sorties médiatiques autour de cette arrestation pour dire qu'elle était instrumentalisée à cause de la présence russe sur le territoire centrafricain. Je ne sais pas en quoi cela. Le gars a été pris en flagrant délit. On a montré les armes et il a même fait un passage dans l'armée française.
les organisations civiles, même françaises, l'ont révélé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu au service secret, au service de renseignement, aux autorités françaises. Il est très bien connu. Alors, s'il est venu faire dans un pays de guerre comme la Centrafrique avec des armes, et qu'est-ce que la France aurait fait si elle était là, si elle était encore en puissance en Centrafrique? Donc, je crois qu'il n'y a que la présence russe aujourd'hui qui pose véritablement problème à la France, qui gêne la France. Et moi, je fais un constat. Lorsque la France commence par détester un dirigeant africain, ça veut dire qu'il ne sait plus ses intérêts. Et nous devons regarder de ce côté, de ce chef d'État, pour essayer de les aider. Mais quand la France commence par s'allier fortement à ce pays, à ce chef d'État, moi, ça me fait un peu peur. D'où j'ai peur un peu de Kagame aujourd'hui. Voilà. Alors, Emechefa, même question. Juan Rémy Quignolo, c'est son nom interpellé le 10 mai, dans la capitale centrafricaine, a été placé donc sous mandat de dépôt. On l'accuse de complot et tout aujourd'hui. Quelle est votre lecture? Est-ce que c'est cet élément-là qui déclenche finalement tout ce qu'on constate aujourd'hui entre les relations? Cet élément est venu en rajouter aux autres. Mais bon, Quignolo... il est très bien connu de la France. Et qui vous dit que c'est pas un serviteur de la France? Qui vous le dit? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Je ne reste pas affirmatif. Et au fond, ce sont des erreurs monumentales de la France. Et c'est vraiment dommage qu'en 2021, que nous ayons encore des Bob Denard, quoi. Et que quand bien même Bob Denard ne vit plus, que nous ayons encore des Bob Denard. Le combat devrait se passer autrement, c'est-à-dire sur le terrain des idées, sur le terrain idéologique. Et la France, de plus en plus, devait s'adapter à cette réalité-là. Elle ne peut plus être seule quelque part. Ce n'est plus possible. Vous êtes contre le monopole? La Chine est là, en termes de monopole, bien entendu. La Chine est là, la Russie est là, les États-Unis sont là. Il y a même d'autres puissances. La Turquie est là. Il ne faut pas oublier. Et les pays, les États doivent rester ouverts pour prendre mieux, pour mieux analyser les propositions. Alors, la France ne peut plus être toute seule. Elle a intérêt à comprendre cela. Et je crois qu'elle comprend. De mieux en mieux, elle comprend et elle prend des dispositions pour pouvoir quand même se maintenir. Je l'ai dit ici, la dynamique touche à tout. Et on ne peut pas refuser la dynamique, qu'on veuille ou non. Un jour va arriver où on n'aura plus de garantie de CFA, on n'aura plus de CFA. Et donc on n'aura plus de garantie de CFA au trésor français. La France ferait comment? Un jour va arriver où la Côte d'Ivoire dirait à la France, je ne te vends plus mon cacao. Elle ferait comment? Alors, il faudra qu'on tienne compte de toutes ces réalités-là pour pouvoir donc comprendre que les actions purement militaires, au fond, ne servent plus réellement la France, mais plutôt la démasquent. Alors, Emile Guéret, aujourd'hui, que doit faire la France, puisque aujourd'hui elle a décidé donc de suspendre ses aides, d'arrêter sa coopération militaire. Quelle est selon vous la stratégie que devrait adopter Paris est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision-là? Et sinon, que conseillerez-vous aux autorités françaises? Dans ma position de souverainiste, je lui conseille, je l'encourage à faire mieux encore, à partir. Comme l'a dit Afab Bondi, l'armée française dehors. Elle n'a qu'à partir, elle n'a plus sa place. Les Centrafricains ne veulent plus. Ce n'est pas une affaire de toit d'Irak. Les Africains n'en veulent plus. Il y a vous le dites bien, il y a des années, on n'en veut plus, pas du tout. Et puis la France joue un jeu hypocrite. Vous gelez la coopération militaire, l'aide budgétaire, et vous dites que vous passez comme des humanistes, alors que vous êtes à la base de beaucoup de guerres en Afrique, même la guerre de Biafra. C'est la France qui soutenait les Biafrais. C'était la France. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans un processus de transmutation planétaire. Il y a une révolution mentale qui est en train d'être faite aujourd'hui, et ça se traduit aussi dans les politiques. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis, et ce n'est pas fini, ça continue. Donc, partout sur la planète aujourd'hui, il y a des bouleversements, il y a des troubles. Et ce bouleversement va transmuter des choses et laisser place à la lumière. Moi, je suis aussi très bien placé pour savoir ce qui se passe. Et c'est ça, en cela que j'appelle aux Africains, à retourner aux fondamentaux. Nous avions beaucoup de richesses
pour comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer les mois. Je dis bien les mois. Je n'irai même pas à 3000 ans. Je dis les mois. On va voir beaucoup de ce qui va se passer. Et donc, la fin, je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, tout le temps, c'est la doxa nous fait croire aujourd'hui, tout le temps que, depuis des années, que, en fait, les gouvernances n'ont rien de spirituel. Mais c'est tout à fait faux. Vous savez que, puisque nous parlons de la Centrafrique, quand je prends le cas de Bozizé, il fut c'est Sassou Nguesso qui l'a parrainé dans la franc-maçonnerie. Ce n'est pas caché. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'est pourquoi le soutien est indéfectible entre les deux. Et donc, quand vous voyez ces gens de situation-là, nous, Africains, quelle est notre position? On fait quoi dans tout ça? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est pour dire qu'il y a un intérêt spirituel là, occulte là, qu'on ne nous dit pas. Et lorsqu'on se prend en tant que cadre ou intellectuel, ce que nous voulons, on veut nous faire croire que la politique ne s'enseigne que dans les écoles. Mais De Gaulle n'a pas fait une école politique pour faire ce qu'il a fait. Napoléon non plus n'a pas fait une école politique pour faire ce qu'il a fait. Napoléon a permis à la France, à un moment donné, pendant 12 ans au moins, d'être une puissance européenne, militaire, économique européenne, à un moment donné, avant de péricliter. Donc, je dis aujourd'hui, il faut que nous, Africains, nous pensions d'abord à la souveraineté. Et Touadéra doit aller dans ce sens. Il n'a plus le choix. Si la France a bien compris les choses, eh bien, qu'elle s'en aille. Ce ne sont pas les 4 milliards CFA qu'elle a maintenu pour des aides sur le plan sanitaire et humanitaire qui va sauver la Centrafrique. Vous l'avez si bien dit, l'Afrique a beaucoup de richesses pour se développer. Et que ce partenariat ne nous conduise pas dans les bras tout bêtement de la Russie, de façon aveugle, pour se faire broyer encore par elle, parce qu'à un moment donné, elle va dire, j'ai essayé d'éliminer les Français, les Européens, les Occidentaux, et bien je suis... Non, pas du tout. Il faut que les États africains qui sont en train de nouer des partenariats avec ces pays soient très vigilants et que la coopération à l'interne entre Africains puisse commencer par vivre. Parce que ce sont nos États voisins qui nous déstabilisent. Vous comprenez? Avec le soutien de la France. C'est-à-dire que quand la France veut déstabiliser un pays, elle passe toujours par un pays voisin qui sait les intérêts de la France. Il faut que ça cesse pour que réellement on puisse arriver aux États-Unis de l'Afrique comme on le souhaite. Non, je voudrais simplement dire que l'Afrique n'aura de jour meilleur que lorsqu'elle apporte des réponses africaines, des réponses endogènes aux problèmes qui sont africains. Merci. Voilà, c'est clair, vous êtes Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Il était question de la Centrafrique. Rififi entre Paris et Bangui, Moscou comme élément catalyseur, c'était la question trame de cette émission. Nous avons parlé de Centrafrique, nous avons parlé de géopolitique, de géostratégie, nous avons visité plusieurs pays africains sans parler de l'international, parce que comprendre les questions géostratégiques, c'est un peu aller un peu partout dans le monde. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à vous pour la fidélité à Angle de Vue. D'ici la prochaine émission, portez-vous bien.
If they want to get you, they'll get you.